On continue à parler de la manière de nommer les minorités, tout en approfondissant la compréhension de la façon dont les hommes comprennent le monde. George Lakoff, le linguiste cognitiviste américain, pose, en se basant sur les découvertes de neurosciences, que pour l'être humain parlant, le monde se présente sous la forme de cadres, frames, que le cerveau construit suite à notre interaction avec le monde. La réflexivité du monde est sujette à l'évolution de ce dernier, ce qui engendre le besoin de nouveaux cadres de parole et de pensée. Et George Lakoff qui dit In all too many cases, new frames, new forms of understanding are required to comprehend the world so as to take advantage of reflexivity and make it a better place. This is especially true when the issues confronting us and needing framing are complex and systemic, like global warming, the wealth gap, and many other issues that have risen to great importance over the last decade. Et rajouterons-nous les minorités. La réflexion de Lakoff renvoie à l'éthique de la responsabilité telle qu'elle est pensée par Hans Jonas dans le principe responsabilité. Agis de telle sorte qu'il existe encore une humanité après toi et aussi longtemps que possible. Elle rappelle aussi la dimension éthique posée par Lévinas. Je parle de la responsabilité comme structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. C'est dans l'éthique entendue comme responsabilité que se noue le nœud même du subjectif, disait Lévinas en 1972. Notre rapport à l'autre en tant qu'être humain et notre rapport au monde apparaissent, à la lumière des avancées des neurosciences et de la linguistique cognitive aujourd'hui, comme étant intrinsèquement liés et indubitablement dialogiques. On construit le monde à travers les cadres de notre pensée, cadres innés, mais aussi construisibles et transmissibles, d'où notre responsabilité individuelle et collective de l'avenir du monde et de notre vivre ensemble. La responsabilité envers les minorités devient ainsi une responsabilité linguistique, non seulement juridique, car nommer implique être responsable, comme le souligne aussi Marc-Alain Wachnin. Le verbe est porteur de vie dans plusieurs religions. Moïse nomme les premières lois qui sont des paroles et des choses événements à la fois, davar, devarim en hébreu ayant ces deux significations. L'Ancien Testament est un témoignage au sens étymologique du terme, si clairement exprimé en anglais par le nom et le verbe testament to testify. Le quatrième commandement ou la quatrième parole est la parole agissante, performatrice ontologiquement, et peut être considérée comme une première loi de protection pour les minorités ethniques et sociales dans les pays judéo-chrétiens, car il protège à la fois l'étranger, l'esclave et la servante. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail, et le 7e jour sera pour le tétragramme, ton Dieu. Tu ne feras pas de travail, toi, ton fils ou ta fille, ton esclave, ta servante, ton bétail, l'étranger qui séjourne dans tes portes. Car en 6 jours, Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. Extrait de l'Exode. Cet emploi de l'adjectif possessif ton, ta, tes marque la responsabilité qui incombe à chaque homme de protéger les vulnérables qui dépendent de lui, ce que Hans Jonas allait souligner à propos de la responsabilité individuelle, à savoir qu'il est nécessaire que tout un chacun assume sa propre responsabilité pour ne pas risquer une dilution de la responsabilité qui mènerait à la perte de l'humanité et de la planète. Le danger de la généralisation est aussi sous-entendu dans ce texte à travers ce possessif impliquant ne pas se mêler des affaires d'autrui, mind your own business, et considérer les mérites et les défauts de chaque être humain. Notre relation au monde et à autrui est un acte de communication éminemment affectif, car ayant comme base des émotions telles que l'attachement, la sécurité, la peur, la colère. La responsabilité est toujours connectée à une certaine conception humaine de la possession, de l'avoir, ce qui transparaît dans la paracha de la 4e parole à travers les adjectifs possessifs de la 2e personne du singulier lorsque Dieu s'adresse à l'homme, alors que ce type de déterminant n'est pas utilisé lorsqu'il s'agit des créations divines, car il n'est pas écrit « Dieu a fait son ciel, sa terre, sa mer ». Cette conception est affective car entrelacée d'émotions telles que l'attachement, la peur, la jalousie. L'affect apparaît ainsi comme étant lié à la signification que les humains donnent au monde, et l'on se rend compte que tout discours sur les minorités-majorités est si sur un volcan affectif éteint ou en activité.
car il s'agit là de la place même de l'homme parmi les siens, de son rôle au sein du groupe, de l'existence du groupe au sein de la communauté humaine plus large, de l'identité tout court. Ceci se fait en construisant l'ennemi, dû à ce besoin incontournable de l'autre, sans qui aucune affirmation de soi n'est possible. Évidemment, la rhétorique sera principalement négative d'un côté et de l'autre, de la majorité envers la minorité et vice-versa. L'autre, c'est l'étranger, et ataviquement, primairement, l'être a peur de ce qu'il ne connaît pas, ceci étant un instinct de survie. La rhétorique de la différence est aussi et surtout une rhétorique du corps, car notre première perception de l'autre est celle de son corps, que nous appréhendons de manière visuelle, olfactive, auditive, quelquefois tactile. L'aspect biologique comme élément identificateur de l'être humain a été porté à son abominable extrême par la langue du Troisième Reich, cette lingua tertio imperii définie comme misérable en tant que système de communication pauvre, sa pauvreté étant une pauvreté de principe, par le premier philologue qui l'ait jamais étudié, Victor Klemperer, fils de rabbin et professeur d'origine juive à l'université de Dresde, assigné à résidence dans une Judenhaus durant la Seconde Guerre mondiale. La lingua tertio imperii était pauvre parce qu'elle n'exprimait complètement qu'une seule face de l'être humain, tout en s'efforçant de faire perdre à l'individu son essence individuelle, d'anesthésier sa personnalité, de la transformer en tête de bétail sans pensée ni volonté, dans un troupeau mené dans une certaine direction et traqué, de faire de lui un atome dans un bloc de pierre qui roule. Rendre impossible la pensée et la volonté, c'est interdire la liberté du dire et de se dire, et opérer une classification qui figera une fois pour toutes la description du monde, qui arrêtera le cours des choses et la vie en même temps. Pour suivre la réflexion de Marc-Alain Boitmin, d'une façon générale, un homme est-il homme parce qu'il a un corps d'homme ou parce qu'il parle la langue des hommes, que sa parole le fait entrer dans la culture et la possibilité non seulement d'être, mais aussi de se dire, de se raconter, de dire ce qu'il désire être. Dans quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme, Emmanuel Levinas observe que le corps, c'est l'obstacle, l'éternel étranger. Et puis, au-delà de ces constatations banales, il y a le sentiment d'identité. Ce sentiment d'identité entre le moi et le corps qui montre un enchaînement originel, inéluctable, unique à notre corps. Ceci met le biologique au cœur de la vie spirituelle même de l'homme, à travers les mystérieuses voies du sang, les appels de l'hérédité et du passé auxquels le corps sert d'énigmatique véhicule. Dans ce type de contexte et de discours reliant les membres d'un groupe, si la race n'existe pas, il faut l'inventer, comme disait Lévinas. Le racisme, quelle que soit son expression, s'inscrit dans ce type de description et de perception du monde, à travers d'eux et à travers soi-même, démultiplié, pour ainsi dire, dans le groupe auquel on appartient. L'idéal nazi de l'homme est enraciné dans ce vase clos, l'homme étant enchaîné à son corps, lié de par sa naissance avec tous ceux qui sont de son sang, incapable de choisir par une décision souveraine de sa libre raison sa vérité à lui. On le dit toujours Lévinas. À l'explication philosophique lévinassienne, rajoutons le raisonnement psychanalytique de Sigmund Freud en 1927 au sujet de ce qu'il nomme la satisfaction narcissique issue de l'idéal culturel. Et on cite Sigmund Freud. Non seulement les classes privilégiées qui jouissent des bienfaits de cette culture, mais aussi les opprimés peuvent y avoir leur part, en ce que la justification à mépriser ceux qui sont extérieurs les dédommage des préjudices subis dans leur propre sphère. Certes, on est un misérable plébéien, accablé par les dettes et les services de la guerre, mais en échange, on est romain, on a sa part à la mission de dominer d'autres nations et de leur prescrire des lois. Mais cette identification des opprimés à la classe qui les domine et les exploite n'est qu'une partie d'un contexte plus vaste. D'un autre côté, ceux-là peuvent être liés affectivement à celle-ci et malgré leur hostilité, contempler leurs idéaux dans leur maître. S'il n'existait au fond de telles relations satisfaisantes, il demeurerait incompréhensible que tant de cultures se fussent maintenues si longtemps malgré l'hostilité légitime de grandes masses humaines. Dans ce sillage, nous proposons une classification des termes juridiques employés pour nommer les minorités basée sur la perception, toujours à valence affective, de la réalité individuelle et collective représentée par le concept de minorité.
La perception et la description du monde se faisant à partir de nous-mêmes, on nomme les minorités en fonction de l'impression que leur apparence physique produit sur un nous qui se pose en majorité au sein d'un groupe. On appréhende le monde et l'autre à travers nos sens et à travers les émotions que ces perceptions provoquent en nous et qui sont construites à partir des émotions de base j'aime, je n'aime pas, je reste, je fuis, comme le disait si bien Paul Ekman. Ces noms qui sont donnés à celles et ceux qui apparaissent comme différents de la majorité sont majoritairement connotés négativement, leur justification étant affective. Ainsi, une des plus anciennes manières de désigner l'autre est celle qui fait référence directe à son apparence, et plus précisément à la couleur de sa peau. Une des fondations du racisme est cette phobie d'une couleur de peau qui est différente de celle de la majorité. Ce critère est peut-être le plus répandu, car la couleur du corps de l'autre est ce que nos yeux perçoivent d'emblée. Il existe des termes comme nègre, negros, jaune, yellow, peau rouge, blanc, white, qui ont également des sens juridiques ayant été employés dans des textes législatifs. Ainsi, aux États-Unis, il y a eu par exemple le Negro Act of 1740, puis an act to prohibit the importation of slaves into any port or place within the jurisdiction of the United States, 1807, stipulant qu'aucune personne nègre ou mulâtre ou indienne ne sera autorisée à témoigner en faveur d'un homme blanc ou contre un homme blanc. Fin de la citation. Le terme Negro, ainsi que le terme plus large sémantiquement colored, longtemps associés à l'esclavage et à la discrimination, ont connu une évolution à partir du Civil Rights Movement dans les années 50 et 60, lorsque le terme Black a commencé d'être préféré, ainsi que le syntagme dépourvu de celle de couleur, African American. Le syntagme anglais Person of Color a été forgé sur le modèle des syntagmes français gens de couleur, hommes de couleur au XVIIIe siècle. Le recensement américain de 2010 inclut le terme Black, car une certaine partie plus âgée de la population afro-américaine l'emploie toujours. Un autre exemple est celui de l'adjectif substantivé yellow, jaune, dans le droit américain. Ce terme a été appliqué par extension aux personnes d'origine japonaise sous l'influence du syntagme The Yellow Peril, le péril jaune, qui avait désigné la peur suscitée par les immigrants chinois. Il est intéressant de remarquer que le terme Negro couvrait une réalité juridique plus large que celle des personnes dont la peau était noire. Ce terme avait deux sens, désignant à la fois une identité spécifique, celle des Noirs, et une identité générique, celle des personnes qui n'étaient pas blanches, ce que fait que les Chinois étaient considérés être des Noirs. Une citation de la California Supreme Court. Writing for the California Supreme Court, Justice Hugh Murray disagreed. He found that, at least for the purposes of our Constitution and laws, the Chinese were black because they were not white. Underwriting Justice Murray's approach was the idea that the term black is both a specific identity, referring to the American Negro, and a generic identity, referring to people who are not white. The word black may include all Negroes, but the term Negro does not include all black persons, quote, unquote. More generally, quote, we understand the term black to mean the opposite of white, and that it should be taken as contradistinguished from all white persons, unquote. Under this analysis, the Chinese were black. Et continuons à citer de California Law Review. I give a full telling of Ozawa's stories to demonstrate how both courts drew on popular and scientific sources of racial knowledge to conclude that people of Japanese descent were neither white nor Caucasian. More importantly, the article shows that these opinions helped to make Ozawa yellow. The inability of Japanese people to become citizens, their unnaturalizability, was not a natural fact, but a legally produced reality. In other words, Takao Ozawa was not born yellow, he became yellow, at least in part, by law, comme le dit et l'écrit Devon W. Carvado dans son article Yellow by Law, publié in California Law Review au mois de juin 2009. In a profound rhetorical move, nous dit Carlin en 2016, the California Supreme Court in People v. Hall used the term Negro to include Chinese people and therefore held that all non-white people were barred
from testifying against a white person. Usually considered offensive, colored was adopted in the United States by emancipated slaves as a term of racial pride after the end of the American Civil War. It was rapidly replaced from the late 1960s as a self-designation by Black and later by African American, although it is retained in the name of the National Association for the Advancement of Colored People. In Britain, it was the accepted term for Black, Asian, or mixed race people until the 1960s. Oxford English Dictionary, dans l'article rédigé par Key Molesky, The Journey from Colored to Minorities to People of Color, publié le 30 mars 2014.